Aujourd'hui, on va s'intéresser à un esprit tellement immense qu'il n'avait même pas besoin de ses yeux pour voir l'infini. C'est l'histoire de Leonhard Euler, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Vraiment. Son nom, on le croise partout dans les bouquins de maths, mais son histoire, elle, est bien plus folle que n'importe laquelle de ses formules. Alors imaginez un peu le truc. On perd la vue. C'est l'un de nos sens les plus précieux, non? Pour n'importe qui, ce serait une véritable tragédie. Mais pour Euler, apparemment, c'était une occasion de mieux se concentrer. C'est dingue. Cette phrase, elle fait froid dans le dos, et en même temps, elle fascine. C'est vraiment la clé pour comprendre le personnage. Et attention, ce n'était pas juste pour se donner un genre. Ce chiffre-là, plus de 400. C'est le nombre d'articles qu'il a rédigés après être devenu pratiquement aveugle. Ça représente près de la moitié de tout ce qu'il a produit dans sa vie. Franchement, c'est juste hallucinant. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser est complètement folle. Comment est-ce que la cécité a pu rendre un génie encore plus grand? Comment un handicap pareil a pu non pas le ralentir, mais au contraire, le booster? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour bien comprendre comment il a pu accomplir tout ça plus tard, il faut qu'on revienne un peu en arrière pour voir comment ce cerveau hors du commun s'est formé. Allez, on retourne au tout début. Et là, le mot prodige, c'est presque un euphémisme. Pensez-y, Euler entre à l'université à 13 ans. Son talent est tellement flagrant que le plus grand mathématicien de l'époque, Johann Bernoulli, le prend sous son aile. C'est même lui qui va convaincre le père d'Euler, qui était pasteur, que le destin de son fils, ce n'était pas de prêcher à l'église, mais plutôt de déchiffrer le langage de Dieu à travers les mathématiques. Mais bon, même un génie a besoin d'un bon terrain de jeu. Et pour lui, ce sera la Russie. À l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, il trouve un groupe de cerveaux incroyable qui le stimule. En fait, il rejoint un peu l'équipe All-Star de la science européenne de l'époque. C'était l'endroit idéal pour que son talent explose littéralement. Et on peut dire que son talent a vraiment explosé. Bon, maintenant entrons un peu dans son esprit, dans son labo mental, pour voir comment il a commencé à réinventer les maths. Ah, le fameux nombre E. Alors, petite précision, ce n'est pas Euler qui l'a découvert. Par contre, c'est lui qui a vraiment pigé son importance capitale et qui a rendu le symbole E célèbre. En gros, ce nombre, c'est un peu la signature mathématique de la croissance dans la nature. On le retrouve partout, dans la façon dont une épidémie se propage, dans la croissance d'une population, ou même dans le calcul des intérêts à la banque. Et ce qui est super, c'est qu'on peut rendre ça très concret. Imaginez, on place 1 euro sur un compte qui rapporte un taux de dingue de 100% par an. Facile. Au bout d'un an, si on calcule les intérêts une seule fois, on a 2 euros. Ok. Mais si on les calcule tous les trimestres, on a 2,44 euros. Tous les mois, 2,61 euros. Tous les jours, 2,71 euros. Et si on imaginait les calculer en continu, à chaque instant, eh bien ça n'explose pas vers l'infini, non, ça converge, ça tend vers une limite bien précise, et cette limite c'est E, environ 2,72. Et c'est ça qui est vraiment fascinant avec Euler. Il n'était pas du tout le genre de mathématicien à rester enfermé dans sa tour d'ivoire. Au contraire, il adorait se frotter à des problèmes bien réels, des énigmes du quotidien. Prenons un exemple célèbre, le problème des 7 ponts de Königsberg. C'était un vrai casse-tête pour les habitants de la ville. La question était simple, est-ce qu'on peut faire une balade en traversant chacun des 7 ponts de la ville, mais sans jamais passer 2 fois par le même? Là où tout le monde voyait juste des ponts, des îles et des rues, Euler, lui, a vu quelque chose de totalement différent. Il a vu un réseau, des points reliés par des traits. Et c'est là que le génie opère. Il a eu une idée toute simple, mais brillante. Il s'est dit, pour qu'un tel parcours soit possible, chaque île ou rive, chaque nœud, doit avoir un nombre pair de ponts qui y mènent. Logique, il faut un pont pour arriver et un pont pour repartir. Et en regardant le pont de Königsberg, il a vu que tous les nœuds avaient un nombre impair de ponts. Conclusion, c'est tout simplement impossible. Problème résolu. Mais le truc de fou, c'est qu'en résolvant ce petit casse-tête local, il a carrément inventé une nouvelle branche des maths, la théorie des graphes. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner nos GPS, les réseaux sociaux, bref, toute la logistique mondiale. Justement, cette capacité à voir l'essentiel, à voir la structure cachée des choses, ça nous ramène directement à notre question du début. Qu'est-ce qui arrive quand un esprit comme ça perd le contact visuel avec le monde extérieur? Alors, sa vue, il ne l'a pas perdue d'un coup, c'était progressif. D'abord, il perd la vue de l'œil droit en 1738. Puis, bien plus tard, en 1766, une opération de la cataracte sur l'œil gauche tourne mal et il devient quasiment aveugle. À ce moment-là, il est plongé dans le noir. Et pourtant, regardez cette dernière date, en 1775. Malgré sa cécité, sa productivité explose. Il publie en moyenne un article de maths par semaine. C'est un rythme de travail absolument démentiel, c'est à peine croyable. Mais alors comment il faisait? Le secret, c'est que son vrai bureau, son vrai labo, ça a toujours été dans sa tête. Il avait une mémoire phénoménale, quasi photographique, et une capacité de calcul mental qui était légendaire. Il pouvait visualiser des pages et des pages de calculs ultra complexes dans son esprit, puis les dicter mot par mot à ses assistants ou à ses fils.
Il y a cette image célèbre de lui, travaillant avec un enfant sur les genoux et un chat sur l'épaule, au milieu du bruit de la maison. Ça montre bien à quel point son esprit était une forteresse, un sanctuaire où rien ne pouvait le déranger. Son influence était tellement énorme qu'il y a une blague qui circule encore aujourd'hui dans le monde des maths. Elle dit que pour éviter que tout porte le nom de l'air, on attribue parfois une découverte à la première personne qui l'a prouvée après lui. C'est dire à quel point il avait exploré des domaines. Pendant des décennies, pour espérer trouver quelque chose de nouveau, la première étape, c'était de lire tout ce que l'air avait déjà écrit sur le sujet. Passer après lui, c'était déjà un accomplissement. Bon, alors, pour conclure, quel est l'héritage de l'air? Qu'est-ce qu'il nous a laissé au final? Le voilà, le chiffre final. 886. C'est le nombre total de ses livres et articles. Pour se faire une idée de ce que ça représente, ces œuvres complètes, qu'on appelle les Opera Omnia, remplissent plus de 80 énormes volumes. Et plus de 200 ans après sa mort, on n'a toujours pas fini de tout publier. Et puis, il y a ça, l'identité de l'air. Beaucoup de scientifiques disent que c'est la plus belle équation mathématique qui existe. Et on comprend pourquoi. C'est de la poésie pure. Regardez, en une seule, toute petite formule, elle relie les 5 constantes les plus importantes des maths. E, le fameux nombre pi, le nombre imaginaire i, et les plus simples, 1 et 0. C'est comme si toute l'harmonie de l'univers était condensée en juste quelques symboles. Finalement, son vrai génie, c'était peut-être ça, sa capacité à construire des ponts. Pas juste les ponts de Königsberg, mais des ponts entre l'algèbre et la géométrie, entre les maths les plus abstraites et la physique la plus concrète. Là où les autres voyaient des domaines bien séparés, lui, il voyait un immense réseau où tout était connecté. Et l'histoire de l'air, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. En perdant la capacité de voir le monde physique, on a l'impression qu'il a gagné une vue encore plus claire, plus nette sur le monde des idées. Son parcours nous fait nous demander si, au fond, les véritables limites, les vrais obstacles, ce ne sont pas ceux que la vie nous met en travers du chemin, mais plutôt ceux que notre propre esprit s'impose à lui-même.